Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace où nous décortiquons les idées qui façonnent notre compréhension du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer un territoire fascinant, un domaine où la psychologie rencontre les mathématiques. Où l'intuition se frotte à la logique pure. Nous allons parler de stratégie. Mais attention, pas de la stratégie au sens militaire strict du terme, ni de celle des grands livres d'histoire poussiéreux. Nous parlons de la stratégie du quotidien, celle qui régit vos interactions avec votre patron, vos concurrents, vos enfants, et même votre partenaire. Nous nous basons sur l'ouvrage de référence d'Avinash Dixit et Barry Nalbuff, L'art de la stratégie, qui démocratise la fameuse théorie des jeux pour en faire un guide pratique de réussite. Imaginez un instant que chaque interaction sociale, chaque négociation commerciale, chaque décision politique soit un jeu. Pas un jeu frivole, mais une structure avec des règles, des joueurs, et des conséquences. La prémisse fondamentale de ce livre est simple mais révolutionnaire, vous ne vivez pas dans un vide. Chacune de vos décisions affecte les autres, et surtout, les décisions des autres affectent les vôtres. Être un bon stratège, ce n'est pas seulement bien jouer ses propres cartes. C'est comprendre comment les autres vont jouer les leurs en réponse aux vôtres. Pour commencer notre voyage, il faut comprendre l'un des piliers centraux de la pensée stratégique. Un concept que les auteurs appellent le raisonnement à rebours, ou l'art de regarder vers l'avant pour raisonner vers l'arrière. Prenons une image simple, presque enfantine, mais qui illustre parfaitement ce principe. Pensez à Charlie Brown, ce personnage de bande dessinée qui tente désespérément de botter un ballon de football américain tenu par son amie Lucy. Année après année, Lucy lui promet qu'elle ne retirera pas le ballon au dernier moment. Année après année, Charlie Brown la croit, s'élance, et se retrouve sur le dos, le ballon ayant disparu juste avant l'impact. L'erreur de Charlie est stratégique. Il prend sa décision de courir en se basant sur la promesse présente de Lucy, alors qu'il devrait se projeter dans le futur. S'il regardait vers l'avant, il verrait que l'intérêt de Lucy, son plaisir ultime, est de le voir tomber. Une fois qu'il a compris cet objectif final, il peut raisonner à rebours jusqu'au moment présent et décider, logiquement, de ne pas courir. Ce principe s'applique partout. Avant de vous engager dans un projet, une négociation ou un conflit, vous devez visualiser l'arbre de décision complet. Anticipez les mouvements de votre adversaire jusqu'à la fin de la partie, et ensuite, seulement ensuite, décidez de votre premier mouvement. C'est ce qui a permis à Richard Hatch, le vainqueur de la première émission Survivor aux États-Unis, de l'emporter. Lors de l'épreuve finale, il a compris qu'il devait abandonner volontairement pour forcer les deux autres concurrents à s'affronter. Calculant précisément qui le choisirait pour la finale. Il a gagné en perdant la bataille pour mieux gagner la guerre, une application magistrale du raisonnement à rebours. Cependant, la vie n'est pas toujours séquentielle, où je joue, puis tu joues, puis je joue. Souvent, nous agissons simultanément, sans savoir ce que l'autre va faire. C'est ici que nous rencontrons le célèbre dilemme du prisonnier, une situation qui hante les économistes et les stratèges depuis des décennies. Imaginez deux complices arrêtés par la police. S'ils se taisent tous les deux, ils s'en sortent avec une peine légère. Si l'un trahit l'autre, il est libre et l'autre prend le maximum. S'ils se trahissent mutuellement, ils prennent tous les deux une peine lourde. La logique individuelle pousse à la trahison, quel que soit le choix de l'autre, vous avez intérêt à parler pour minimiser votre peine. Le résultat tragique est que les deux finissent par trahir et purgent une peine lourde, alors que la coopération leur aurait été bénéfique. Ce dilemme est omniprésent. Pensez aux guerres de prix entre deux entreprises comme Coca-Cola et Pepsi ou entre deux stations-service voisines. Si les deux maintiennent des prix élevés, elles profitent toutes les deux. Mais la tentation de baisser un peu le prix pour voler des parts de marché à l'autre est irrésistible. Résultat ? Les deux baissent leur prix et finissent avec des marges réduites. La stratégie consiste ici à trouver un moyen de briser ce cycle infernal. Souvent en changeant la structure même du jeu pour rendre la coopération plus attrayante que la trahison. Ou en instaurant des mécanismes de punition crédibles pour celui qui briserait l'accord tacite. Cela nous amène naturellement à une question cruciale, comment rendre une menace ou une promesse crédible ? Dire si tu baisses tes prix. Je déclencherai une guerre totale ne suffit pas si votre concurrent sait que cette guerre vous coûtera aussi cher qu'à lui. Il ne vous croira pas. Pour qu'une stratégie fonctionne, elle doit être crédible. Et paradoxalement, la meilleure façon de gagner en crédibilité est souvent de limiter ses propres options, de se lier les mains. L'exemple historique le plus frappant est celui du conquistador Hernán Cortés.
Lorsqu'il a débarqué au Mexique avec une petite troupe pour affronter l'immense empire aztèque, il a ordonné de brûler ses propres navires. C'était un acte de folie apparente. Pourquoi détruire son seul moyen de retraite? En réalité, c'était un coup de génie stratégique. En éliminant l'option de la retraite, il a transformé la motivation de ses soldats, ils ne pouvaient plus fuir, ils devaient vaincre ou mourir. De plus, cela envoyait un signal terrifiant à ses ennemis, voici des hommes qui n'ont pas l'intention de repartir. Dans le monde des affaires ou de la négociation, cela se traduit par des contrats contraignants. Des investissements irréversibles ou des réputations soigneusement construites. Si vous avez la réputation d'être un négociateur intransigeant, ou même un peu irrationnel, votre menace de quitter la table des négociations sera prise beaucoup plus au sérieux que si vous êtes connu pour votre flexibilité. C'est l'art de transformer une faiblesse apparente, comme le manque de flexibilité, en une force stratégique redoutable. Mais la stratégie n'est pas toujours une question de force brute ou de logique implacable. Parfois, il s'agit de gérer l'incertitude et l'information. Dans de nombreux jeux, comme au poker ou dans les négociations salariales, l'un des joueurs en sait plus que l'autre. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Ici, deux concepts clés entrent en jeu, le signalement et le filtrage. Prenons le cas d'un candidat qui postule pour un emploi. Il sait qu'il est travailleur et compétent, mais l'employeur ne le sait pas. Dire « je suis très compétent » ne coûte rien et ne prouve rien, tout le monde le dit. Pour être crédible, le candidat doit envoyer un signal coûteux, difficile à imiter pour un candidat moins compétent. Un diplôme d'une université prestigieuse, par exemple, sert de signal. Ce n'est pas tant le contenu des cours qui importe, mais le fait que l'obtention du diplôme a demandé des efforts et une discipline que seul un candidat de haute qualité pouvait fournir. C'est la même logique qui pousse un pan à déployer une queue exubérante et handicapante. C'est un signal coûteux envoyé aux femelles pour prouver que ses gènes sont si bons qu'il peut survivre malgré ce handicap. De l'autre côté, l'employeur peut utiliser le filtrage, ou au screening, pour forcer la vérité à se révéler. Imaginez une compagnie d'assurance qui veut distinguer les conducteurs prudents des conducteurs à risque. Elle ne peut pas simplement leur demander, car tout le monde prétendra être prudent. Elle propose donc deux contrats, l'un avec une prime élevée mais une franchise basse, et l'autre avec une prime basse mais une franchise très élevée. Les conducteurs à risque, sachant qu'ils auront probablement des accidents, éviteront la franchise élevée. Les conducteurs prudents, confiants, choisiront la prime basse avec la franchise élevée. Par ce simple menu de choix, la compagnie force les clients à révéler leur vraie nature par leurs actions. Ce qui est bien plus fiable que leurs paroles. Poursuivons cette exploration en nous penchant sur un aspect souvent négligé mais vital, l'imprévisibilité. Dans certains jeux, être prévisible est mortel. Au football, lors d'un penalty, si le tireur a une préférence marquée pour tirer à droite et que le gardien le sait, le gardien plongera à droite à chaque fois. Pour réussir, le tireur doit randomiser ses tirs, c'est-à-dire choisir son côté de manière aléatoire pour que le gardien ne puisse jamais anticiper. Mais attention, les humains sont très mauvais pour être aléatoires. Nous avons tendance à alterner trop souvent, croyant à tort que si nous avons tiré à droite la dernière fois, nous devrions tirer à gauche cette fois-ci pour équilibrer. Un bon stratège sait cela et exploitera cette fausse randomisation. La véritable stratégie mixte consiste à choisir ses actions selon des probabilités précises qui rendent l'adversaire indifférent entre ses propres options. C'est une danse mathématique subtile où l'objectif n'est pas de gagner à chaque coup, mais de s'assurer que sur le long terme, l'adversaire ne puisse pas exploiter un schéma dans votre comportement. Cela s'applique aussi aux contrôles fiscaux ou aux contrôles de dopage, s'ils suivent un schéma prévisible, les tricheurs s'adapteront. Seule une approche véritablement aléatoire, ou perçue comme telle, maintient la pression et l'efficacité du contrôle. Il est également fascinant de voir comment la stratégie évolue lorsque le jeu se répète. Une interaction unique est souvent brutale, je prends tout ce que je peux et je pars. Mais si nous devons interagir encore demain, la semaine prochaine et l'année prochaine, l'ombre du futur plane sur le présent. La coopération devient alors possible, non pas par altruisme, mais par intérêt égoïste éclairé. C'est ce qui explique pourquoi les diamantaires de New York ou d'Anvers se font confiance pour des transactions de millions de dollars sur une simple poignée de main, sans contrat juridique complexe. Ils savent que s'ils trichent une seule fois, ils seront exclus de la communauté pour toujours. La valeur de leurs futures transactions dépasse largement le gain immédiat d'une escroquerie.
C'est la réputation qui agit comme un ciment stratégique. Cependant, cette coopération est fragile. Si la fin du jeu est connue et proche, la tentation de tricher lors de la toute dernière transaction réapparaît. Et par un effet de domino, le raisonnement à rebours dont nous parlions plus tôt. Cette méfiance peut remonter jusqu'au début de la relation et tout faire effondrer. C'est pourquoi maintenir une certaine ambiguïté sur la fin de la relation ou transformer des interactions finies en relations indéfinies est une technique puissante pour préserver la confiance. Abordons maintenant un sujet qui touche à la structure même de nos sociétés, les enchères et les votes. Vous pourriez penser qu'une enchère est simplement le moyen de vendre au plus offrant. Mais la conception de l'enchère change radicalement la stratégie. Dans une enchère anglaise classique, où les prix montent, vous restez dans la course tant que le prix est inférieur à la valeur que vous attribuez à l'objet. Mais dans une enchère sous pli cacheté, où vous ne faites qu'une seule offre secrète, la stratégie est plus complexe. Vous devez deviner ce que les autres vont offrir et essayer de miser juste assez pour gagner, mais pas trop pour ne pas payer plus que nécessaire. C'est ici qu'intervient la malédiction du vainqueur. Imaginez que vous enchérissiez pour un champ pétrolifère. Personne ne connaît la quantité exacte de pétrole. Si vous gagnez l'enchère, cela signifie probablement que vous avez estimé la valeur du champ plus haut que tous les autres experts. Il est fort probable que vous ayez surestimé la valeur réelle et que vous ayez payé trop cher. Un stratège avisé doit donc, paradoxalement, réduire son offre en supposant qu'il va gagner, pour compenser ce biais d'optimisme. C'est une leçon d'humilité mathématique. La victoire peut parfois être une défaite déguisée si l'on ne prend pas en compte l'information implicite contenue dans le fait même de gagner. De même, dans le domaine des élections, la stratégie est omniprésente. Le système de vote majoritaire simple semble juste, mais il est vulnérable à toutes sortes de manipulations stratégiques. Pensez à l'élection présidentielle américaine de 2000 ou française de 2002. La présence d'un troisième candidat, même avec peu de chances de gagner, peut siphonner des voix à l'un des candidats principaux et faire élire celui qui est idéologiquement le plus éloigné de ce tiers candidat. C'est l'effet de Ralph Nader. Les électeurs se retrouvent alors devant un choix cornélien. Voter avec leur cœur pour leur candidat préféré, mais risquer de faire perdre leur camp, ou voter utile ou pour le candidat principal le moins pire. La théorie des jeux nous montre qu'aucun système de vote n'est parfait, un résultat connu sous le nom de théorème d'impossibilité d'Arrow. Cependant, comprendre ces dynamiques permet aux électeurs et aux politiciens de naviguer plus habilement dans ces eaux troubles. En formant des coalitions ou en manipulant l'agenda politique. Le vote par approbation, où l'on vote pour tous les candidats que l'on juge acceptables, est une solution proposée par les théoriciens pour contourner certains de ces problèmes. Montrant comment la conception des règles du jeu peut changer le résultat du jeu lui-même. En nous éloignant de la politique pour revenir vers l'entreprise, considérons les stratégies d'incitation. Comment motiver un employé, un vendeur ou un PDG? Le problème principal est ce que les économistes appellent le risque moral. Une fois le contrat signé, l'employé peut être tenté de fournir moins d'efforts s'il n'est pas parfaitement surveillé. La réponse stratégique est de lier la rémunération à la performance, mais cela impose un risque à l'employé. Car le résultat dépend aussi de la chance. Un bon système d'incitation doit trouver l'équilibre délicat entre motiver l'effort et assurer l'employé contre les aléas qu'il ne maîtrise pas. Parfois, la solution est surprenante. Payer un salaire supérieur au marché, salaire d'efficience, peut être rentable car cela rend la perte de l'emploi très coûteuse pour l'employé, le motivant ainsi à travailler dur sans surveillance constante. De même, les tournois ou les concours de vente, où l'on récompense le meilleur par rapport aux autres plutôt que sur une performance absolue, sont des moyens astucieux d'éliminer les facteurs de chance communs, comme une mauvaise conjoncture économique qui affecterait tout le monde, pour ne mesurer que l'effort relatif. N'oublions pas non plus l'importance de la coordination. Parfois, le problème n'est pas le conflit d'intérêts, mais l'absence de communication. Pensez au problème du clavier QWERTY. Nous utilisons tous cette disposition de touches inefficaces. Conçue à l'origine pour ralentir les dactylographes et éviter que les marteaux des machines à écrire ne se coincent. Aujourd'hui, avec nos ordinateurs, cela n'a plus de sens, et des claviers plus efficaces existent. Pourtant, nous restons bloqués sur le QWERTY. Pourquoi? Parce que c'est une norme. Personne ne veut apprendre un nouveau clavier si les employeurs utilisent l'ancien. Et aucun fabricant ne veut produire un nouveau clavier si personne ne sait l'utiliser.
C'est un équilibre de Nash, mais un mauvais équilibre. La stratégie ici pour un innovateur ou un gouvernement serait de créer une masse critique, un big push, pour faire basculer tout le système vers un nouvel équilibre supérieur. Cela nous rappelle que l'histoire compte, et que les décisions prises il y a un siècle peuvent verrouiller nos choix stratégiques d'aujourd'hui, créant des sentiers de dépendance dont il est très difficile de s'échapper sans une coordination massive. Enfin, il faut aborder la dimension psychologique et irrationnelle. La théorie des jeux classiques suppose souvent que les joueurs sont rationnels et calculateurs. Mais dans la vraie vie, nous sommes guidés par des émotions, un sens de l'équité, de la jalousie ou de l'altruisme. L'expérience du jeu de l'ultimatum le montre bien. Si je vous donne 100 € et vous dis de proposer un partage à une autre personne, qui peut accepter, et nous gardons l'argent, ou refuser, et personne n'a rien. La logique pure voudrait que vous proposiez 1 € et que l'autre accepte, car 1 € vaut mieux que 0. En réalité, les gens proposent souvent 40 ou 50 €, et les offres trop basses sont rejetées par orgueil ou par désir de punir l'injustice. Un bon stratège ne doit pas seulement calculer, il doit comprendre l'humain. Il doit intégrer ses biais dans son modèle. Parfois, feindre l'irrationalité, la colère ou la folie peut même être une stratégie gagnante, car cela rend vos menaces plus crédibles. Si votre adversaire pense que vous êtes assez fou pour tout faire sauter même si cela vous nuit, il sera beaucoup plus enclin à vous céder le passage. En conclusion, l'art de la stratégie n'est pas un recueil de recettes miracles pour gagner à tous les coups. C'est une manière de penser, une paire de lunettes pour voir le monde. C'est apprendre à se mettre systématiquement à la place de l'autre, à comprendre ses incitations, ses contraintes et ses informations. C'est reconnaître que la coopération et le conflit sont souvent entremêlés, et que pour obtenir ce que l'on veut, il faut parfois aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand brûler ses vaisseaux. Que vous soyez en train de négocier une augmentation, d'acheter une maison, ou simplement d'essayer de convaincre vos enfants de manger des légumes. Vous êtes un joueur dans un jeu complexe. La question n'est pas de savoir si vous allez jouer, car vous êtes déjà sur le terrain. La question est de savoir si vous allez jouer aveuglément, ou si vous allez jouer avec l'art et la science de la stratégie. En maîtrisant ces principes, du raisonnement à rebours à la gestion des signaux, vous ne garantissez pas le succès à chaque fois. Mais vous faites pencher les probabilités en votre faveur. Vous devenez l'architecte de vos propres interactions plutôt que leur victime. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une décision difficile, prenez un moment, respirez, et demandez-vous, quel est le jeu? Qui sont les joueurs, et quel est le coup d'après? Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration stratégique. À vous de jouer.